Je suis très heureuse d'abord de participer à l'ouverture de cette journée de travail, à l'invitation des sénatrices Marie-Christine Blandin et Sylvie Robert, que je remercie pour leur invitation et surtout pour leur mobilisation sur ce sujet. Je voudrais saluer à leur côté les élus qui sont là, les parlementaires, les élus en général, les réseaux culturels, les chercheurs, tous ceux qui œuvrent pour l'accès à la culture et pour la diffusion la plus large de la culture dans tous les territoires. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de voir justement cette mobilisation des élus avec grand plaisir au moment de la loi NOTRe et bien sûr de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, lorsque j'ai repris le flambeau de ce dossier. Je voudrais vous dire quelques mots, moi aussi, pour ouvrir cette journée de travail. Donc, sur les droits culturels sont dans la loi et après. J'apprécie beaucoup d'ailleurs l'illustration qui est faite de cette journée. Vous dire qu'évidemment la notion existe depuis quelque temps déjà, la notion de droit culturel, mais que sa mise en débat vient aussi de cette intégration aujourd'hui dans le corpus juridique qui fonde les politiques publiques et que nous avons besoin, et je crois que c'était l'objet de cette journée, c'est l'objet de cette journée, d'éprouver cette notion à la lumière des expériences que vous menez, des expériences qui existent et qui sont nombreuses, de partir de l'expérience des artistes pour enrichir cette notion. Du point de vue théorique, cette notion, la genèse en sera faite bien mieux que je ne pourrais le faire juste après, mais je voudrais citer la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, qui a été si importante dans les politiques publiques et notamment dans les politiques françaises. La loi du 7 juillet 2016 relative à donc la loi LCAP a prévu justement la mise en œuvre d'une politique de service public construite, co-construite par l'État et les collectivités territoriales, en concertation avec les acteurs de la création artistique, dans le respect, si je cite la loi, des droits culturels. Je citerai aussi le corpus que constitue la déclaration de Fribourg, initiée en 2007 par Patrice Meyerbeich, ici présent, qui est une référence large pour évoquer les droits culturels définis comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seul ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Chaque mot est important. Et la première remarque que je voudrais faire à la lecture de cette définition, c'est la transversalité des droits culturels, qui a valeur d'évidence, cette transversalité, qui signifie aussi que le ministère de la Culture n'est évidemment pas le seul acteur à interroger cette notion de droit culturel dans le cadre de son action. C'est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales qui portent une large part des politiques culturelles aujourd'hui, mais aussi les institutions, les associations, évidemment les artistes et les acteurs culturels et même les individus. Donc la mise en œuvre de ces droits culturels implique nécessairement l'ensemble de ces acteurs qui doivent de fait mieux dialoguer ensemble et elle ne peut se réaliser que par une co-responsabilité. Alors la loi nous dit désormais d'agir dans le respect des droits culturels. Et d'ailleurs, les arrêtés qui sont en préparation concernant les labels reprendront bien sûr cet engagement, mais ça ne donne pas encore évidemment le mode d'emploi qui est l'objet de cette journée de travail. Je crois qu'une façon intéressante de l'aborder, et c'est ce qui est prévu, c'est de partir de l'expérimentation qui est déjà à l'œuvre, qu'il était en réalité avant l'adoption des lois évidemment NOTRe et LCAP, et avant même la déclaration de Fribourg. Il nous faut poursuivre en ce sens, multiplier les expériences, les projets et ainsi avancer. Alors, à mes yeux, il y a deux notions qui doivent être prioritaires et qui font partie de cette notion de droit culturel. La première, c'est bien sûr celle, là aussi qu'on peut définir de différentes façons, de démocratisation culturelle ou d'égalité d'accès à la culture, à la création et aux pratiques artistiques. C'est un mouvement qui est à l'œuvre dans notre pays depuis plusieurs décennies et qui a produit des résultats grâce à la décentralisation qui a métamorphosé notre pays en seulement 30 ans. Et c'est grâce à cette décentralisation qu'il y a pu avoir cette politique concrète d'égalité d'accès à la culture. Il y a une tendance, je sais qu'elle est parfois contestée, mais quand on regarde dans la longue période, elle est manifeste, à une plus grande fréquentation depuis 30 ans des théâtres, des concerts, notamment pour les musiques actuelles. Et je ferai référence à l'étude du DEPS qui mesure les pratiques entre 1973 et 2008. Bien sûr, nous avons encore énormément de chemin à parcourir, mais il y a eu, grâce au maillage culturel, grâce au foisonnement des festivals, grâce à la diversité des initiatives portées le plus souvent par les collectivités territoriales, il y a eu des progrès. C'est aussi l'attention portée au crédit en faveur de la démocratisation culturelle, c'est grâce à cela que notre action se multiplie.
Après avoir stagné ou baissé, ces crédits en faveur de la démocratisation culturelle ont progressé de près de 15% depuis 2012. Je voudrais donner... je pourrais citer quelques exemples, mais je crois que nous avons à la fois des exemples de réussite avec des implantations aussi et le développement sur le territoire de nos actions, et nous avons aussi des chiffres qui montrent les limites et les défis qui restent devant nous. En allant cet été à Marseille, je voudrais d'ailleurs saluer Francesca Poloniato qui est là. J'ai pu me rendre compte, par exemple, du travail exemplaire qui est mené dans le quartier du Merlan, par la scène nationale, par la bibliothèque, par les deux ensemble, qui ont pris à bras-le-corps la question du rapport avec les habitants du quartier, tout en étant situés dans un ensemble qui ressemble à un ensemble commercial et qui en réalité n'en est pas un. En étant à l'écoute des attentes, en suscitant le dialogue, la curiosité, des propositions d'ateliers, des sensibilisations à la lecture pour les bibliothèques ou à la pratique artistique, comme j'ai pu le voir au Merlan, dans la scène nationale, vous faites participer les familles, les jeunes et au projet à la fois de ces institutions, mais aussi au projet croisé. Je crois que voilà, c'est concrètement une réponse en pratique à la question de ce que sont les droits culturels. Je sais que vous aurez l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais mettre en débat cette notion aujourd'hui de la question des droits culturels nous permet de nous interroger de nouveau et j'espère de donner un nouvel élan à la question de la démocratisation culturelle, nous permet d'envisager les choses du point de vue du public dans toute sa diversité et de placer le public au cœur des politiques culturelles et donc au cœur des projets qui sont menés sur les territoires. Mais il faut aussi bien avoir à l'esprit que l'art, c'est une dialectique justement entre l'artiste et la population. Donc, reconnaître l'artiste dans sa capacité à transmettre et à transcender un regard sur le monde, reconnaître aussi l'individu dans sa légitimité de spectateur, de visiteur, de participant, et voir l'art comme un partage du sensible avec le spectateur qui n'existe pas de façon isolée, qui n'existe pas de façon éthérée. Deuxième chantier, je crois, lié à la question des droits culturels, c'est celui de la diversité culturelle. Il a été mentionné aussi en introduction. Être plus à l'écoute de la diversité sociale, géographique, culturelle qui contribue à enrichir notre patrimoine et à renouveler ses formes ou ses esthétiques. Cela passe évidemment, et c'était un des combats fondateurs sur la défense de ce qu'est l'exception culturelle dans les traités internationaux, qui reste un principe absolu puisque c'est le socle qui nous permet ensuite d'avoir des politiques de protection de la culture et cela nous permet de défendre la création artistique. Ça passe aussi, cette protection de la diversité culturelle, par tout un tas de dispositifs. Nous en avons encore discuté dans la loi LCAP, par exemple, s'agissant de la diversité musicale à la radio. On voit que c'est un débat sur lequel il faut toujours rester actif, vigilant, et qui produit ses fruits, puisque nous avons des dispositifs en France qui nous sont, de ce point de vue, enviés de par le monde. J'ai l'occasion de me rendre compte à chaque déplacement. C'est aussi, par exemple, pour favoriser la diversité vous parliez de cinéma, la diversité en matière cinématographique. Il a été décidé dans un accord professionnel à Cannes, au dernier festival, de favoriser l'accès à la diversité de la création, avec à la fois une protection des films indépendants à l'affiche dans les cinémas pour qu'ils restent plus longtemps, et aussi une limitation du nombre d'écrans attribués à un même film dans un multiplex. Ce qui paraît toujours une mesure insensée quand on se promène dans le monde et qui pourtant, chez nous, est fondatrice dans ce qu'est la diversité du cinéma à l'écran. Cette prise en compte de la diversité, c'est aussi, je crois, un enjeu majeur pour notre réseau d'enseignement supérieur de la culture, avec une ouverture qui doit être plus grande de nos formations d'excellence, puisque c'est à travers ces formations d'excellence que nous formons les artistes de demain, que nous formons les plateaux de demain. Il y a déjà des aides qui existent sous forme de bourses pour tous les étudiants, mais pour les jeunes qui se destinent à des métiers artistiques, c'est toujours difficile d'avoir un petit boulot à côté. Et les écoles supérieures doivent alors elles-mêmes porter des aides complémentaires. Il y a là aussi des expérimentations tout à fait enrichissantes qu'il faut regarder à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, à l'école du TNS de Strasbourg, au Conservatoire national supérieur à Paris, à l'école des Beaux-Arts aussi à Paris. Et souvent, il faut voir que ces pratiques sont financées plus par le mécénat que par le ministère de la Culture. Donc elles ne sont pas pleinement intégrées à nos institutions, à nos dispositifs. Donc c'est là aussi un champ où nous pouvons progresser.
Et j'ai prévu dans le budget 2017, qui est en ce moment présenté au Parlement, une enveloppe spécifique justement sur un appel à projet destiné à favoriser la diversité dans les écoles. C'est aussi pour soutenir et développer la diversité de la création que nous avons sécurisé dans la loi la possibilité, la loi travail de 2015, la possibilité pour les partenaires sociaux du secteur du spectacle vivant et enregistré de négocier directement le régime d'indemnisation du chômage qui leur est appliqué. Et c'est, je crois, grâce à cela, en reconnaissant la spécificité de ce secteur, c'est grâce à cela que les partenaires sociaux ont pu aussi être directement à la table de négociation et aboutir à un accord qui a été unanime, salué comme historique à juste titre en avril et que le gouvernement a fait rentrer en vigueur en août dernier. C'est toujours pour soutenir et développer la diversité de la création, concrètement, que nous avons mis en œuvre, dans la suite de cet accord, un fonds pour l'emploi durable dans le secteur du spectacle, le fonds PEPS, qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2017, qui vise à créer des emplois durables dans le secteur du spectacle, aussi à favoriser l'insertion des jeunes artistes diplômés. Là aussi, en faisant ça, nous favorisons la diversité et faciliter le retour à l'emploi dans le spectacle des femmes et des hommes après un congé de maternité ou de paternité. C'est pour faire avancer l'accès à la culture, à la création et à la pratique que nous multiplions les actions aussi d'éducation artistique et culturelle sur tous les temps de vie des enfants, mais là aussi, nous avons, je crois, un chemin de progrès devant nous. Alors j'entends des voix qui disent que toutes ces actions sont certes louables, mais que la culture promue reste élitiste. Je crois que c'est justement en regardant ces expériences, en regardant sur le terrain ce qui se passe, qu'on peut voir les évolutions récentes de la politique de l'État. Et en même temps, ces voix, je dirais, sont une exigence et un encouragement à les inscrire peut-être plus durablement au cœur de nos politiques publiques et ne pas les laisser à la marge. Je voudrais dire aussi que dans toutes les opérations que nous avons lancées récemment, je ne les citerai pas toutes, mais à chaque fois, notamment dans nos rapports avec les directions régionales des affaires culturelles, nous mettons l'accent sur les territoires prioritaires, qui sont les territoires les plus éloignés de la culture, le rural souvent, le périurbain, les quartiers populaires pour lesquels les dispositifs ciblés existent déjà, mais c'est aussi en chaque fois ayant cette attention que nous pouvons avancer. Je voudrais citer par exemple les ateliers de fabrique artistique sur tout le territoire, il y en a plus de 70, dont la moitié sont en milieu rural, qui sont à la fois des lieux d'expérimentation pour les artistes, mais aussi souvent des lieux d'innovation dans le rapport entre les artistes et le public. Dans les quartiers de la politique de la ville, je pourrais multiplier les exemples d'initiatives que nous soutenons. L'AMC 93 en Seine-Saint-Denis, le Théâtre du Merlan, je l'ai cité, la Commune à Aubervilliers, les initiatives comme l'École Miroir à Épinay-sur-Seine, ou encore la maîtrise populaire de l'opéra comique qui se développe. Je pourrais aussi rappeler que tous les contrats de ville que nous signons désormais comportent un volet culturel. Je voudrais aussi citer un exemple qui a été cité aussi en introduction, en parlant par exemple du cirque, de dire que la diversité culturelle, c'est aussi une attention qui doit être plus forte et plus centrale aux cultures qui sont souvent apparues comme minoritaires ou reléguées. Je pense à l'exemple de la semaine des jours derniers pour la culture tzigane, avec d'une part la reconnaissance symbolique de l'État à Alexandre Romanès de la Légion d'honneur pour son travail sur la mémoire de la culture tzigane et la pratique de la culture tzigane, ou aussi la reconnaissance mémorielle qui est très importante, qui a été apportée par le président de la République sur l'ancien camp de Montreuil-Bellay, camp sur lequel étaient internés pendant la guerre et même un peu après les tziganes. La façon dont la culture peut garantir la dignité des personnes se pose ainsi à nous avec urgence. À l'heure, nous accueillons aussi des milliers d'exilés qui ont fui les atrocités de la guerre et les persécutions et qui ont trouvé un refuge en France. Et ils sont eux aussi, bien sûr, porteurs de culture, porteurs d'une identité forte. Et c'est aussi à ce titre que nous devons savoir les regarder et les écouter. Je pense au travail qui est mené par Marie-Josée Malice et Olivier Coulonge-Ablanca à Aubervilliers, avec le spectacle 81 boulevard Victor Hugo, dans lequel ce sont des réfugiés sans papier qui racontent leur histoire. Donc on voit bien que quand on regarde l'ensemble de ces expériences, la notion de droit culturel ouvre un chemin qui est à la fois éthique,
humaniste et qui est aussi fraternelle et qui peut positionner l'action publique sur ce qu'elle a de plus essentiel. Et en ce sens, ce débat d'aujourd'hui et cette notion est une exigence qui s'ouvre à nous. Je crois que sur le fait que la loi LCAP et la loi NOTRe reconnaissent cette notion, dessine un horizon politique pour nous. Et pourtant, il nous faut continuer, c'est l'objet de cette journée, d'éprouver ce que c'est que cette terminologie pour en dessiner les contours à la lumière de ces expériences. Il faut aussi en voir, je crois, ce que peuvent être portées par de mauvaises intentions les limites de cette notion. Nous avons un terrain friable, on le sait, des discours réactionnaires sur la société et donc sur la culture. Et je ne reprendrai pas l'actualité internationale, et l'actualité nationale aussi, malheureusement, nous le montre quasiment tous les jours. Donc je crois qu'il faut se méfier, mais ce n'est pas l'objet, et ce n'est pas l'esprit de cette journée, d'une vision qui soit strictement juridique des droits culturels, qui deviendrait une base doctrinaire pour entraver la liberté de création. Il faut bien montrer ce que sont ces droits culturels, au contraire, dans un chemin de diversité, d'humanisme et de fraternité, et ne pas enfermer cette notion qui est si riche, je crois, de développement pour la démocratisation de la culture, pour la diversité culturelle et peut-être, je dirais, pour une philosophie de l'action publique en matière culturelle qui existe souvent aux marges et je crois que notre exigence est de faire migrer ces marges vers le centre de notre action publique. Je vous remercie.